On passe de ce que vous venez de voir, on va parler de quelque chose de différent. On va habiller les gens, mais on va les habiller avec des paroles. Mais on va pas essayer, on va essayer de le faire avec élégance, mais on va essayer d'être honnête dans ce qu'on dit. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Alors, pour parler d'un sujet qu'ils ont décidé, je reçois Guy Roger, qui lui avait déjà emmené donc Farzad Felizi, parce que finalement, au départ, c'était son invité, et finalement, ça reste son invité permanent. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, je vois que vous arrivez avec du dynamisme et de l'envie. De la joie, de l'enthousiasme. Voilà. C'est la vie qui se passe là maintenant. Une question sur le PMA. Ouh là là. Une question sur le PMA. Qu'est-ce que vous en pensez? Le PMA, c'est quoi? PMA, c'est procréation médicale. Ah, PMA assistée. Ah, PMA. Juste d'emblée, comme ça, j'ai pas étudié vraiment la question. Oui, c'est pour ça que je pose la question de but en blanc. Je connaissais pas le dossier. Je connais pas le dossier du tout. Par contre, je peux comprendre ceux qui sont de fervents catholiques ou dans la religion qui s'opposent. Fervent religieux. Je crois qu'ils sont pas sellement chrétiens, je pense qu'il y a d'autres tendances. Il y a d'autres voilà, avec d'autres tendances, avec les traditions primordiales, l'islam, le judaïsme, qui seraient peut-être contre ça. Je peux tout à fait comprendre ça, parce que je me retourne envers ma famille et mes amis. Et puis en même temps, si je me positionne du côté de celui qui veut faire ça, qui attend de faire ça, qui a patienté beaucoup de temps, tu sais, de vouloir un enfant, de vouloir quelque chose, pour lui, ça peut être une aubaine. Mais je reviens par rapport aux émissions qu'on a eues précédemment. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut est bon pour nous? Qu'est-ce que t'en penses, toi? La question, elle est beaucoup plus profonde. Si on se pose la question, quelle société? Dans quelle société voulons-nous vivre? Comment voulons-nous une société? Est-ce que c'est les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes? Est-ce que c'est des couples mixtes? C'est une bonne question. Ouais. Est-ce qu'on veut quelle religion? Est-ce que un homme et une femme, c'est la seule façon d'élever un enfant? Est-ce que c'est deux femmes qui pourraient mieux élever un enfant? En fait, la question, elle est beaucoup plus simple. C'est qu'est-ce qu'on est d'abord et qu'est-ce qu'on veut devenir? Et à chaque fois qu'on change le monde, on veut changer le monde, ça fait peur. Ça fait peur quand on parle d'homosexualité, ça fait peur lorsqu'on parlait d'égalité des sexes, ça fait peur lorsqu'on parle de religion. On a toujours peur. Finalement, qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Guy? Moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui nous rassure, dans le sens où on a été éduqués d'une certaine manière pour nous dire comment tu devrais voir la vie. On nous a expliqué comment la vie allait. Et donc, on voit la vie d'une certaine manière que pour nous, c'est aberrant de voir quelqu'un agir différemment de ce qu'on connaît. Donc, la différence devient un gros problème dans notre société, puisque effectivement, on est 7 milliards sur la planète et chacun agit à sa manière, de la manière dont il a compris. Et avoir compris les choses à ta manière n'est pas nécessairement arrange pas nécessairement l'autre. Ça t'arrange toi, tu vois. Et tu aimerais bien que les autres autour de toi comprennent les choses comme tu aimerais. Ça m'arrangerait. Si mon fils comprend. Et ça te rassure. Voilà, ça rassure. Et tu vois, peut-être que toute cette différence-là, elle est arrivée dans nos vies, tu vois. Et peut-être qu'il faut c'est peut-être là une opportunité pour nous les humains de pouvoir essayer de se comprendre. Essayer, je dis bien. Pas continuer de la même manière qu'on a été habitué à faire, à cultiver la différence. Mais peut-être à regarder si cette différence, elle n'est pas une illusion. C'est pas quelque chose qui nous est commun, en fait. C'est commun, c'est bien pour toi. Moi, c'est bien pour moi. Mais est-ce que ça, c'est vraiment important pour nous? Pour nous, c'est bien de vivre ensemble, c'est tout. Et il faut qu'on passe au-delà de toutes nos petites différences. Et alors, justement, c'est la question sur la différence. Est-ce que parce qu'on est différent, est-ce que ça fait de nous des gens totalement différents finalement? Ces petites différences dont on parle, il y a ceux qui ne mangent pas de bœuf, ceux qui ne mangent pas de porc, ceux qui sont végétariens. Est-ce que c'est ça qui est important? Il y a ceux qui sont blancs, il y a ceux qui sont noirs, il y a ceux qui sont mélangés, riches et pauvres. Il y a ceux qui sont riches et pauvres. Est-ce que c'est ça qui fait de nous des êtres humains? Non, certainement pas. Parce que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est d'être ensemble.
et de pouvoir s'accorder à dire qu'on est ensemble comme des êtres humains et s'unir dans quelque chose de commun qui est humain. Mais aujourd'hui, l'humain est divisé. Il s'est divisé en plusieurs catégories. Il dit, moi, je suis riche. Lui, là-bas, il est pauvre. Donc, il y a une différence. Donc, cette humanité, elle est cassée en deux. Mais comment peut-on casser quelque chose qui est déjà uni depuis des millions d'années en disant, ben, ça, c'est comme ça et ça, c'est comme ça. Donc, c'est là qu'on divise l'unité. Mais l'unité, on ne peut pas le diviser. On peut le diviser, mais de manière illusoire. L'unité, ce serait notre point commun. C'est ça. C'est ça. Et si on le fait illusoirement, on peut le casser. On peut dire, moi je suis riche, toi tu es pauvre. D'accord. Et puis ça crée une différence. Ça crée une division dans la chose entière. Nous avons passé notre temps, depuis que le monde est monde, à regarder nos différences, à créer les différences. On regardait les systèmes, les systèmes sociaux. On regarde les systèmes de peuple. On regarde l'homme, on regarde les sexes. On regarde les différences au niveau de nos compétences, de nos qualités. On n'a jamais pensé que celui qui sait faire le pain va nourrir ceux qui ne savent pas en faire. On va trouver différent. Celui qui sait réparer une voiture, il va être différent. Alors que finalement, tout le monde travaille pour la communauté. Et ça, on ne sait pas regarder. C'est notre regard qui pose un problème aujourd'hui. On n'est pas capable de dire, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de telles choses. On a critiqué le mariage gay. On a critiqué en 77, je crois, l'avortement, l'IVG. À chaque fois, on a porté des jugements sur des problèmes qui ne nous concernent pas. Et on est toujours très fort, quand ça ne nous concerne pas, de nous élever en juge, en maître. critique surtout. Ouais. Et en disant, moi je sais, toi tu sais pas, donc reste là et écoute. Parce que moi en plus ce que je dis c'est basé sur des textes, c'est basé sur des choses parfois spirituelles et on oublie que ce qui est le plus élevé c'est l'acceptation et l'accueil de l'autre tel qu'il est, dans tout ce qu'il est, et l'accueil de ce monde tel qu'il est, même s'il est infernal. Et est-ce que ce que tu serais en train de dire par là, J-Smith, ce serait de dire on a vu le monde, le regard qu'on a posé sur le monde est quelque chose qui veut tout égaliser, uniformisé, alors que c'est justement nos aspérités, notre diversité qui fait que cela tient la route. C'est ça ? La question est je vais beaucoup plus loin dans ce que vient de dire Farzad, c'est que on n'est pas intelligent. C'est ça qu'il faut qu'on se dise. Einstein disait qu'on est tous des génies. On est des génies par moment. Par moment, on est des abrutis. Pourquoi ? Depuis que le monde est monde, le monde n'a eu de cesse d'évoluer. On a inventé tellement de choses. Mais à chaque fois, on essaye de mettre les deux pieds par terre pour essayer de freiner des deux pieds pour empêcher la chose. Mais on n'empêche pas l'évolution. L'évolution, elle se fait. C'est naturel. Mais alors, on est tellement arc-bouté sur nos stéréotypes, on est arc-bouté sur nos certitudes, on croit tellement connaître. Peut-être c'est là le problème, parce qu'on ne veut pas admettre qu'on est stupide. Et parce qu'on nous a dit, on s'est fait croire soi-même qu'on connaît. Ouais, qu'on a raison. Et qu'on a raison, on a des bonnes idées, tout ça. Mais en fait, on est stupide. Parce qu'on ne sait pas aimer. Oui. Parce que la grande intelligence... On dit qu'on aime. Oui. Tu vois, j'étais à Saint-Benoît, il y avait une bande de jeunes devant l'église, et puis je leur dis, ça fait quand même 2019 ans qu'il l'a dit, aimez-vous les uns les autres. Ils explosent de rire. Je dis, t'aimes tout le monde ? Il me dit, oui, je suis chrétienne. Je lui dis, mais est-ce que tu aimes ton ennemi ? Elle me dit, ah, ça c'est trop là. Je dis, mais là, le musulman là qui vient de passer derrière toi, là, vraiment, lui, tu l'aimerais ou pas ? Non, là, tu m'en demandes trop. Je lui dis, bah alors t'es pas chrétienne ? Elle me dit non, c'est pas vraiment ça. Du coup, on fait un compromis dans notre propre psychologie, d'une part, de ce qui appartient alors de la religion propre et du reste. Et c'est pour ça qu'il y a la division. La division. Voilà. Et cette division dans le monde crée un état des choses qui est chaotique. Maintenant, je ne dirais pas que le jeune n'aime pas. Je crois que le jeune qui a dit ça, c'est qu'il ne connaît pas. Et donc, il a une crainte. Oh, c'est intéressant. C'est-à-dire que ce serait l'ignorance qui ferait la peur ? Ça a toujours été le cas.
Voilà. L'ignorance a toujours créé beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, la crainte, l'angoisse, la peur. On a toujours eu peur. Je veux dire, quand on passe, au moment où il y a eu beaucoup d'islamistes ou beaucoup d'attentats, quand on passait, je veux dire, c'est quand on passe à côté de quelqu'un qui a une barbe, qui a une robe, on se pose quand même la question. C'est j'ai pas de humain, robe. quoi. Je veux dire, c'est humain. Faut pas se voiler la face, alors que il y avait rien. Ouais. Et que finalement, aujourd'hui, quand on regarde, et si on tient compte de l'actualité, c'est pas forcément un musulman. Oui, Tu veux dire par là que de la même manière que on a différencié le monde ce qu'on veut, on le différencie dans nos actes et dans ce qu'on fait. C'est ça que tu veux dire finalement. Regardez chacun d'entre nous. Regardez comment nous sommes, ce que nous aimons manger, comment ce que nous regardons à la télé, toujours à heure fixe, les séries, les jeux. On est tellement formaté, conditionné par cette société qui a tout mis en place pour ça. On est quoi finalement ? On n'est qu'une petite machine. Voilà. Et on répond. Voilà. On appuie sur un bouton, on est là. Et on répète, Voilà. on répète toujours les mêmes choses. Et ces mêmes choses qu'on répète, eh ben, quand tu vis comme ça, avec la répétition, il y a un sentiment d'insatisfaction qui se passe. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui a envie de jouir de la vie, d'être libre, d'être en expansion. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ben, on se dit, la vie est molle. Ben, je cherche quelque chose qui va m'égayer. Et nous sommes tous à la requête de quelque chose qui va nous égayer. À chaque instant, on cherche. Mais en fait, ce qu'on trouve, ça nous donne de la déception parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. On passe de Charib dans Scylla, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on a quelque chose, on n'est pas satisfait, on passe à une autre chose, on est encore insatisfait, on passe d'attachement en attachement. Voilà. Et en fait, au final, ce que tu es en train de dire là, finalement, Guy, c'est que ce qui nous conditionne, c'est pas la société, c'est que nous sommes la société et on s'auto-conditionne. J'ajouter un petit mot à ce que tu viens de dire. Vas-y. On cherche, dans ce que vient de dire Guy, c'est qu'on cherche l'élément qui nous donne raison. On ne cherche pas la vérité. Oui. On cherche les éléments qui nous confortent dans notre position. Ouais, dans ce qu'on sait, dans notre ignorance. La seule chose, ça c'est quelque chose que je me dis souvent, la seule chose que nous devons savoir, c'est que nous ne savons pas grand-chose. On va ainsi dire rien. Je sais que je ne sais pas. Lorsqu'on arrivera à se dire qu'on ne sait pas grand-chose, peut-être qu'on aura la force d'aller apprendre. Parce qu'on ne veut pas apprendre. On veut que l'autre accepte ce qu'on lui dit. On n'est pas là dans un échange. Exactement. Mais pourtant, Jismi, quand tu regardes la nature, tu regardes la vague, tu regardes le petit poisson, le petit insecte, tu sais. Regarde une petite fourmi, tu sais, elle a combien de pattes, 6 pattes, et puis ça marche, mais extraordinaire. Tu comprends pas comment ça marche, ça. Si tu comprends pas, eh ben, tu connais rien. Et tu acceptes que tu connais rien. Et tout ça va t'émerveiller. Tu passes d'émerveillement en événement. Mais si tu dis tu comprends, ben t'as plus d'émerveillement. Exactement. Et de la même manière, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que de la même manière qu'on dit l'ignorance fait qu'on a peur de l'autre, on peut dire que la connaissance fait qu'on peut l'aimer? Ça peut être à double tranchant. La connaissance peut nous apporter la prétention, l'arrogance, savoir et d'ailleurs de tout temps l'Occident a cru que sa civilisation était la meilleure et on a envoyé des gens partout dans le monde pour évangéliser, pour apporter la civilisation, penser la même chose, alors que ces gens-là n'ont rien demandé à personne. On est parti massacrer les Indiens d'Amérique, on est parti massacrer des peuples partout sur Terre parce qu'on a toujours pensé que nous, peuple de l'Occident, on avait la meilleure civilisation. Et ce qui est le paradoxe aujourd'hui, c'est que tout l'Occident va aller chercher la paix, la sérénité en Asie ou en Afrique parce qu'ils découvrent que finalement, ils ont perdu les valeurs humaines. Alors finalement, qui c'est qui apporte à l'autre la civilisation? Exactement. Et c'est ce qui est en train de revenir là avec tout le discours qu'il y a eu à la convention de la droite avec Éric Zemmour. On nous invite à revenir à ça, c'est-à-dire à sortir de la manière dont on a évolué jusqu'ici et à revenir en arrière, et c'est très très dangereux. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est une question d'actualité. Je ne sais pas si je crois que la question c'est qu'on doit déjà se demander qui on est, dans quel état d'esprit on est, comment on est arrivé là et où est-ce qu'on veut partir. Et tant qu'on ne saura pas, l'être humain a oublié une chose, c'est qu'il est là pour un moment et qu'il est aussi dans une démarche, pour ne pas dire qu'il a une mission.
et qu'il fait partie de cette terre, et qu'il est qu'un élément de la terre, et qu'il arrête de croire que cette terre lui appartient. Voilà. Même s'il a des hectares. Mais j'aime bien comme tu dis ça, Gismi, parce que quand tu dis nous, l'être humain, nous existons depuis très longtemps et nous avons agi de certaine manière, ce que nous soyons aujourd'hui, ce que nous sommes. Mais ça dépend de qui? Chacun d'entre nous. Sauf que parfois, c'est un qui décide pour tout. Oui, pour c'est les ça. autres. Alors donc, chacun d'entre nous, on a acquis cette connaissance, tout ça, et on croit que c'est moi. Et moi, je deviens important. Et toute la convention, la collectivité de tout le monde entier met en avant le moi. Moi, je connais, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à faire qui sera différent de l'autre là-bas. Ce n'est pas une connaissance impersonnelle, si on comprend bien ce que tu veux dire. Ouais. C'est une connaissance qui deviendrait personnelle, une connaissance à moi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a accumulé des connaissances, et cette connaissance, on s'est identifié à ça, et on dit que cette connaissance, je veux que tout le monde pense comme ça, parce que je crois que c'est bien ça. Et on se valorise avec ça, avec notre prix Nobel, avec je suis un professeur, je suis un Et puis tel. tout le monde suit ça, et ça fait de nous des gens qui sommes des machines, comme tu disais, et on ne sait plus vraiment qui on est, parce qu'on a attendu que l'autre nous le dise. Parce qu'on a créé des échelles de valeur totalement mécaniques et totalement artificielles. C'est-à-dire que le prix Nobel confère que celui qui le reçoit est quelqu'un de bien. Celui qui reçoit une agrégation en mathématiques devient le plus intelligent. Celui qui balaye la rue, c'est pas quelqu'un d'important. On le glorifie. Qu'on glorifie. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une hiérarchie sociale des valeurs pour que celui qui est en haut écrase celui qui est en bas. Les écoles nationales que ce soit l'ENA, les Sciences Po, que ce soit les mines, que ce soit Saint-Cyr, tous ces gens qui sortent de là ont déjà une place dans une société. Surtout ce qui était important. Ils ont une place dans une société qui les ont formatés, conditionnés pour continuer à faire la même société. Donc, de plus en plus, à écraser ceux qui sont en bas. Le paysan, c'est un bouseux. C'est quelqu'un qui... Voilà. Oui. Parce que on t'a dit ça, c'est pas la norme. C'est pas la norme. La norme, c'est comme ça. C'est ceux qui pensent en haut qui devenaient tous ça. Mais il n'y a pas assez de place. Non seulement il y a ça, mais surtout, ce qui est important, c'est que le paysan, c'est lui qui nourrit le monde. C'est lui qui plante. C'est lui qui donne à manger. Alors que peu de gens le respectent et peu de gens le valorisent. Et c'est lui qui souffre aujourd'hui. Et c'est lui qui souffre le plus. Et on peut dire aujourd'hui que... Ça me rappelle une citation. Je sais que tu aimes bien les citations. C'est une citation d'un livre qui s'appelle Le message du cœur. Donc, si le spectateur veut aller voir, de Hazrat Shor Marsoud. Bon, c'est un peu difficile, mais ça s'appelle Le message du cœur. Et dedans, il y a écrit l'ignorance réduit le sage au silence. Et la sagesse dont on parle là, sur ce plateau aujourd'hui, dont le spectateur peut parler dans sa famille aussi, il peut en discuter avec ses amis, aux collègues du travail. Parfois, elle est aujourd'hui étouffée par notre propre ignorance, tellement elle est devenue massive. Et aujourd'hui, j'aurais aimé vous lire, à vous deux qui êtes présents, et pour le spectateur, un passage du texte de Guy Roger. Et ce passage, d'aller visiter un peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là, on va visiter, on va dire, la zone libre. Je dois juste fermer la parenthèse ce que je viens de dire, c'est que imaginez qu'il n'y avait pas de boulanger, imaginez qu'il n'y avait pas de paysans, qu'il n'y avait pas d'agriculteurs, imaginez qu'il n'y avait pas de plombiers, qu'il n'y avait pas de bouchers. Qu'est-ce qu'on deviendrait finalement ? Pensez que chacun d'entre nous pourrait prendre sa pioche, aller planter ses braides, aller élever ses poulets, c'est ça la question. Il y a quelque chose aussi, Gismi, c'est qu'il y a un temps, le travail n'avait pas la même valeur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le travail a une valeur fonctionnelle de gagner de l'argent pour s'acheter du plaisir. Mais il y a un temps, le travail était un métier. On parlait de métier. Et on allait apprendre un métier, ça avait une dimension supérieure pour se connaître. Connaître comment on utilise sa main, l'outil et tout ce qui va avec. Et il y avait un aspect de grâce quand même avec ce métier-là. Aujourd'hui, on a des cités de métiers dans lesquelles il n'y a aucun métier. Il y a des promoteurs de métiers. Il y a des attracteurs de talents. Et pour les utiliser pour des entreprises. Mais cela s'est perdu. Mais on peut le reconstruire. Si vraiment on prend attention à t'écouter, dire ce que tu dis, en prendre conscience et changer la cité des métiers qu'il y a aujourd'hui en quelque chose de vrai, de juste. Je sais pas comment vous voyez ça. Et avant le métier, pour ajouter à ce que dit Farzad, avant le métier, l'apprentissage du métier, c'était un compagnon
ou un maître et des apprentis. Donc la construction du monde de demain où on apprenait les valeurs, on apprenait le métier, on avait la rigueur, la discipline. Et aujourd'hui, tout ça... Voilà. Parce que justement, il y a juste cette division qui a créé cette désunion entre nous. Et maintenant, le plus important, c'est ce que je peux faire pour moi, qui est important. Et ça fait que l'autre devient un étranger à moi. Et ça fait qu'il n'y a plus de solidarité et on peut plus vivre ensemble de nos capacités. Tu sais, parce que si toi, tu as la capacité de semer des graines, et moi, j'ai pas cette capacité, mais par contre, je peux faire une lampe électrique pour toi. C'est pour que tu puisses éclairer. Il y a un échange qui se fait. Voilà. Et puis peut-être il y a un jeune qui va s'intéresser à comment faire la lampe, comment faire et puis il va vouloir apprendre auprès du maître. Par contre, on va le dire parce que je crois qu'on va avoir Allons-y. peu de temps pour... c'est le livre d'un maître, hein, c'est Guy Roger. Maître écrivain, artisan. La voie est ouverte. Alors, quand vous écoutez comme si c'était pour la première fois et respirez. Essayez d'observer les jugements ou les pensées qui viennent, mais ne vous y accrochez pas. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, ne restez pas dessus. La voie est ouverte à l'homme qui scrute. Il voit loin devant le danger. Il attend sans que la distraction ne lui soit fatale. Il ne sombre pas dans le marécage de tout ce qui fut versé. Il a le cœur innocent. Il peut tendre la main à la brute. De son cœur, plus de sang à la blessure ne goûte. Il met sous le boisseau la transgression et l'ironie. Il donne à boire à l'assoiffé une eau pure de cristal. Il est ni de l'impie, ni par de belles promesses ébranlées. Il trône sur la vie où tout arrive, mais où rien ne l'envoûte. De son univers, le son de l'univers est le sien. Il écoute le silence. Il sillonne les confins de ses entrailles et perce l'infini. Il transcende les lois du temps. Il connaît la beauté totale. Il ne s'adonne pas à l'illusion, mais perçoit toute la réalité. Il est inconnu des lieux célèbres et sous les voûtes. De son cœur est issu le royaume de la paix. Chers amis, la traduction et la définition de cela dans la prochaine émission. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci Farzad, merci également Heidi. Merci. Et pour son ouvrage, en tout cas, on essaiera de vous donner un petit peu plus de détails la prochaine fois sur les ouvrages écrits par Guy Roger. Merci donc à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je pense que c'est le moment de se quitter. Merci Lalanne, merci François, et merci à Marie-Sylvie, et merci également au jeune stagiaire qui est là, donc il faudra que je demande son prénom. Merci donc à vous. En tout cas, j'espère que vous passerez une bonne soirée sur Télécréole. Je vous dis à demain.